je, je m'appelle Maurice Otard. Voilà. Et je suis boucher, charcutier, traiteur euh, depuis 1956, moi. Oui, à peu près. Et bon, maintenant, depuis 17 ans, je suis à la retraite. Et avec mon épouse d'ailleurs, Josette, qui a eu la mauvaise idée de me suivre. Alors parlez-moi un peu de vos ancêtres. Ah, euh, on, est, on a commencé à être des bouchers patentés en 1892, puisqu'on a trouvé des traces voilà, dans les archives municipales d'une des premières patentes que mon ancêtre a payées. Vos grands-parents étaient paysans et ils avaient quel genre de troupeau? Bon, ils avaient quelques brebis, ils avaient quelques cochons, trois ou quatre peut-être, et des volailles, des lapins, comme me disait Roger, et ils ont eu certainement l'idée de s'approcher de Pernes, du centre-ville de Pernes, parce qu'ils étaient à la campagne, pour se mettre à la disposition des locaux, des Pernois. Voilà. Où était la première boucherie? Alors, la première boucherie, c'était rue. S'appelle la rue. Raspail. Non, ah ben oui, oui, La première boucherie au oui, Tard, c'était à la rue Raspail. rue Rossemaille. Voilà. À côté de la fontaine du Cormoran. Et votre boucherie après, elle a été où? Elle était porte de Villeneuve. Et mes parents ont eu une fille qui a 10 ans de plus que moi. Et nous avons vécu à Villeneuve, quartier de Villeneuve. Hein, rue de Villeneuve, c'était la rue Émile Zola. Hein, d'accord. Et Bon. Vous êtes né en quel... en 1940, le 25 juillet 1940. Voilà. Alors votre plus vieux souvenir d'enfance à Perne? Alors, ben moi, ce qui est resté dans mes oreilles de plus ancien, c'est le passage de Gravereau avec Son tombereau. son tombereau, qui ramassait les ordures. Et, et j'entends encore le bruit du tombereau dans les calades. C'est le bruit des roues qui faisait bien sûr un boucan considérable. C'était mon réveil matin, ça. À 3 ans, je rentrais à l'école maternelle à Perne avec Mademoiselle Fauché et Madame Constantin. Mademoiselle Fauché, c'était l'enseignement, et Madame Constantin, c'était la femme de service. Oui, je jouais comme jouent les enfants maintenant d'ailleurs, mais en fait, avec une carabine à air comprimé, et je vois encore un soldat allemand de ceux qui étaient à l'école. Hein. Ils étaient cantonnés à l'école. Un brave type d'ailleurs, hein, ça se voyait, qui est venu s'assurer que l'arme que j'avais à la main était pas une arme pour faire la guerre. Voilà. Et c'était. Ça devait être en, je sais pas, en 1944. Après la maternelle, rentré à l'école primaire, en compagnie de mon petit copain Roger, qui est comme mon frère. Et bon,
Ensuite, on a continué. Donc, là, on a commencé nos brillantes études. Roger, enchaîne. Ben moi, je venais de la campagne, alors j'étais un peu plus loin que Maurice. Et on se connaissait, parce qu'on est un peu cousins, un peu loin, alors on se connaissait quand même quand on était gamin. Et puis on jouait ensemble, alors ben, on a commencé les jeux de billes, les osselets, il y avait tout un tas de jeux. À l'époque, oui, moi, alors, j'ai toujours le viré. Il n'y a que quand on rentrait en classe que je le quittais. On n'était pas le seul là. Oui. Et puis on avait des souliers là, avec la semelle en bois. Là. Les galoches. Non, les patins, on appelait ça. Et oui. Et elle avait la blouse. La blouse grise. Ça, l'histoire oui, la cour était séparée. Il y avait une bonne muraille qui nous séparait. Et d'un côté, les filles, de l'autre côté, les garçons. Voilà. C'est deux clans. Et... Alors les filles, est-ce qu'elles jouaient au castelet, elles, Josette? Nous, on jouait, on sautait à la corde, où on faisait le... Comment on appelle ça là, qu'on mettait les mouchoirs derrière là. Ah oui. Oui. Couricourt le furet. Oui, peut-être. Voilà. Oui. Ça s'appelait peut-être Couricourt le furet. et puis les filles, on était coquines parce que pour avoir à ce fameux mur là, il y avait une fontaine de chaque côté. Du côté de chez les garçons, du côté de chez les filles. Et pour amener l'eau, c'était un tuyau qui traversait et l'eau arrivait, elle passait des deux côtés. Et alors on se parlait un peu avec les garçons. Grâce au tuyau. Grâce au tuyau, voilà. Nous avons, c'était le maître des grands à l'école, c'était Monsieur Tachy, qui avait eu l'idée de nous faire rédiger un journal et que nous avons baptisé Butinon, comme les abeilles. Voilà. Alors, le premier texte, je crois, c'était moi qui l'avais pondu. Et voilà ce que je disais. La petite ville de Pernes est située au cœur du comtat venessin, aux confins de la plaine du plateau du Vaucluse, à 20 km à l'est d'Avignon, 5 km au sud de Carpentras. Ancienne capitale des comtes de Toulouse, elle garde de son brillant passé de nombreux monuments qui aujourd'hui attirent de nombreux touristes. Peuplée de 4000 habitants, c'est actuellement un gros centre de production et d'expédition de fraises, de melons, de tomates, de haricots verts, de cerises et de raisins de table. Voilà, c'est ce que j'avais pondu. Voilà le deuxième texte sur les sports. Voilà ce que je rédigeais. Le samedi 24 novembre, notre équipe UCEP, Union sportive, les enfants de Pernes. Voilà, comme ça, a rencontré un match de championnat et sur son sol l'équipe de Gadagne. Au cours de la partie, 10 buts ont été marqués par nos représentants qui dominèrent nettement l'équipe gadagnaise. Tous sont à féliciter. Un gros bravo supplémentaire cependant pour Uscla, qui, au poste de demi, arrêta toutes les offensives adverses, et pour Sarlin, qui, au poste d'avant-droit, organisa bien le jeu. Nous fûmes très cordialement reçus par nos camarades de Gadagne. Monsieur Floret, directeur de l'école de Gadagne, arbitra paternellement le match. L'équipe était formée de gardiens Charrier-Jacqui, arrière Fantin-Robert et Millet-Roger, demi Uscla-Pierre, avant Sarlin-Ivan, Boyer-Guy et Thiabeau-Jacqui. Voilà ce compte rendu de Maurice Autard, oui, bien sûr. Vous avez fait du foot
longtemps, Maurice? Ah oui, jusqu'à 28 ans peut-être, ouais, à peu près. Et au fil des années, j'étais de plus en plus mauvais. Maladroit, quoi, hein, voilà. Mais j'avais passion au football. Et je persistais. Vous êtes allé en colonie de vacances? Oui, oui. Où ça? Alors, la première colonie de vacances, c'était avec les filles. Parce que j'étais tout petit. Enfin, oui, j'avais 6 ans, ou même pas, peut-être. À Rémusat, je crois. Voilà. Et Après. la deuxième, ensuite, oui, l'année d'après, j'avais été à. Alors là, c'était avec les garçons. Hein, à Luz-la-Croix-Haute. Et vous, Josette, vous êtes allée aussi en colonie? Je suis allée aussi en colonie à Luce-la-Croix-Haute. Oui. Oui. Voilà. Mais avec les filles. C'est pareil. À 13 ans, oui, j'ai été promu pour entrer au collège Benoît à l'Île-sur-Sorgue. Voilà, en 5e, on entrait en 5e à l'époque. Voilà. Jusqu'à. Et j'y suis resté 4 ans. Oui. Jusqu'en Tu as passé? Jusqu'en seconde commerciale. Et quel diplôme vous avez passé là, au collège Benoît? Collège Benoît, certificat d'aptitude professionnelle aide comptable et brevet d'enseignement commercial. Voilà. En 1960, oui, j'étais pour me protéger, parce que mon père avait fait la guerre de 14, alors il voulait pas que je sois trop exposé et que je fasse vraiment la guerre. Alors on avait essayé de trouver une combine pour que je rentre dans la marine au lieu d'aller dans la BIF, dans l'infanterie, comme la majorité des appelés de ma classe. Et je me suis retrouvé à Ourtin, puisque Ourtin, c'était le centre de formation maritime, pour entrer tous les appelés pour la marine. Voilà. Et ensuite, rapidement, je me suis retrouvé en Algérie, comme c'était à l'époque, il fallait beaucoup de monde en Algérie, paraît-il. Alors je me suis retrouvé en Algérie. Ben, fait, j'avais quand même déjà officiellement une petite qualification, puisque j'étais cuisinier. Voilà. Ça m'a bien aidé, quand même. En Algérie, vous avez participé à Méchoui? Ah oui, en Algérie, c'était à peu près les seuls contacts que nous avions avec la population locale. Ils nous ont préparé 2 ou 3 fois des grands méchouis. Il y a des photos d'ailleurs. Et alors, le lieutenant qui était Toulonnais, là, avait reçu, enfin, s'était débrouillé pour avoir une arme de chasse, pas une arme de guerre, et il nous le prêtait de temps en temps, ce fusil de chasse, pour aller faire un tour de chasse en zone interdite. Voilà. Alors on allait chasser, et puis j'ai tué par hasard le premier perdreau de ma vie. Je ne crois pas qu'il y en ait eu de seconde d'ailleurs. Josette, à quel moment vous avez commencé à rentrer en contact avec Maurice? Ben, on est rentré, on se connaissait vaguement, mais bon, disons que on s'est connus surtout pour la fête de Saint-Roch en 1958. Et comme moi j'habitais à la campagne, je venais souvent d'Amperne avec mes amis et je couchais parfois chez elle. Et pour la fête, j'avais couché chez une amie qui habitait dans la rue, pas loin de chez Maurice. Et on s'était présenté, enfin bon,
Elle me l'avait présenté, disons. Et voilà, et c'est parti comme ça, petit à petit. Vous Et étiez puis- toute jeune. Ben oui. Et puis, 17 ans. il est parti, bon, après quand il est parti en Algérie, bon, ben, on n'était pas contents parce qu'on était séparés, on s'écrivait très souvent. Et voilà, et puis malheureusement, il est revenu parce que son père a été malade, on l'a rapatrié et il a fini son service militaire, enfin, à Nîmes-Garon. Et voilà, et ensuite il a été démobilisé, enfin, quand on s'est mariés, il n'était pas tout à fait démobilisé. Puisqu'on s'est Quelques jours mariés près. le 10 septembre, il a été démobilisé autour du 20. Et voilà. Vous êtes allé en voyage de noces? Ah, Ouais. oui. On est allé en Espagne, en 4 chevaux. 4 Oui. chevaux Renault. C'est l'aventure. Ah oui, ça a été l'aventure. Une semaine. Voilà. Et au retour, Et au retour, ben, on est arrivé le dimanche. Moi, le lundi, j'attaquais l'école à Perne. Et Maurice a pris le travail à la boucherie. Oui, parce que dans la. Autrefois, toute la viande qui se vendait dans Perne provenait d'animaux tués à Perne, dans l'abattoir de Perne. Et ça a duré jusqu'en 1972. ça. Alors Henri Morin, qui était d'ailleurs de l'école Otard, puisqu'il avait été apprenti de mon père, jadis, et avait passion à acheter des animaux vivants, mais animaux vivants qu'on ne trouvait pas à Perne. Hein. Il allait les chercher en Saône-et-Loire. Voilà. Et ensuite, il les tuait à Perne. alors comment ça se passait l'abattage? C'était quelquefois un peu folklorique, mais enfin, on amenait le bœuf. Évidemment, on l'attachait solidement. Et puis, on le tuait au merlin à l'époque. Le merlin, c'était... on peut comparer ça à une pioche, hein, Roger. Et C'était comme un genre de marteau Ouais. avec. d'un côté, il y avait un marteau Et de l'autre côté, il y avait un tube creux. creux. Mm. Et il tapait là au front En dessous des cornes. des cordes, voilà, pour l'anesthésier, pour ainsi dire. À ce moment-là, le bœuf tombait, et quand il était au sol, on le saignait. D'accord. Voilà. Ensuite, on le relevait avec des palans, parce qu'il y avait à l'abattoir, il y avait quand même 2 palans, et on le dépouillait, on les viscérait, on faisait tout ce qu'il y avait à faire, quoi. Voilà. Et pour les cochons, ça se passait à l'abattoir ou dans les fermes? Ah ben, le cochon, ça se passait dans les fermes quand c'était des cochons qu'on allait tuer chez les propriétaires. Hein, parce qu'à l'époque, dans presque chaque ferme, il y avait 1, 2, 3 cochons. Hein. Donc il fallait les tuer, ces cochons. Et ensuite, il fallait les ouvrir, il fallait sortir les viscères, les boyaux, et sortir le poumon, le cœur, le foie. Enfin, le faire devenir Une carcasse. propre en 2 quartiers. On le partageait par le milieu, le cochon. Et il y avait 2 quartiers qui étaient appuyés sur une échelle. On avait une échelle qui nous servait de support pour travailler le cochon. Voilà. Alors là, en principe, nous les bouchers, là, nous avions fini notre travail. À savoir que les gens
de la ferme se débrouillaient après pour... parce qu'il fallait quand même un temps de refroidissement de la viande. Alors le lendemain, les gens qui étaient sur place faisaient la découpe et puis ils faisaient charcuter. Ils charcutaient le cochon, quoi. Voilà. Le cochon servait à faire vivre les fermiers, les paysans, pendant une partie de l'année, hein, parce qu'ils le charcutaient de façon à pouvoir le conserver. Alors, faisait le plus gros travail, c'était le travail le plus noble, c'était de faire les saucissons, voilà, avec les parties les plus charnues et les plus nobles du cochon, avec le jambon en principe. Alors on prenait un jambon pour les saucissons et l'autre jambon, on le salait entier. C'était toute une cérémonie, la fête de tuer le cochon. Ah oui. Alors vous qui étiez à la ferme, alors, Moi qui étais à la ferme, ben, ce jour-là, on venait nous chercher, on ne mangeait pas à la cantine. Et puis après, on participait à faire le boudin, laver les épinards pour faire le boudin. Après, on faisait les saucisses, on tournait la manivelle pour acheter la viande. Et voilà, et on manquait l'école l'après-midi. Et puis, pour nous, c'était une fête. Ça se passait en quelle saison souvent? Ah, c'était au mois de janvier, février, parce que il fallait regarder la lune, parce que à l'époque, c'est toujours important la lune hein, pour certaines choses, mais là, on ne risquait pas de tuer le cochon si ce n'était pas la bonne lune. Voilà. Et après, la différence avec le laboratoire de la boucherie? Oh ben, disons qu'à la boucherie, on était plus outillés, c'était tout sur place. Là, bon, ça faisait un grand déménagement dans la maison hein, quand il fallait avoir une pièce, libérer une pièce pour mettre une grande table. Ça faisait la panique pendant quelques jours. Tandis qu'au labo, bon, ben, on avait tout ce C'était étudié pour. C'était voilà, exactement. Puis petit à petit, il y avait des machines plus modernes. Électriques. Voilà. Eh oui. Vous n'avez jamais tué de chevaux? Non. Ça se faisait pas. Non. Les chevaux qu'il y avait, Roger les gardait pour les faire travailler. C'est le meilleur ami de l'homme. C'est bien. Il y avait combien d'habitants à Perne et combien de bouchers quand vous travailliez? À peu près 4000 habitants, même pas. Hein. Et il y avait 5 bouchers, jusqu'à 5 bouchers, quoi, hein, à l'époque. Comment ça se passait là avec tous les déchets dans les égouts et la nesque? Ah, ben il y avait l'évacuation naturelle, la nesque, quoi. Dans la nesque, il y avait... Tout partait dans la nesque, puis il y avait les chiens qui se servaient au passage, il y avait... Bon. Les rats? Les rats. Oui, notamment. Aux abattoirs là, Oui. Oui, qui aujourd'hui est une salle d'exposition. voilà, tout Voilà, à fait. c'est ça. Il n'y a rien eu de particulier à la boucherie? De temps en temps, une cliente? Ah, de temps en temps, ben oui, un jour un samedi du mois d'août, c'était une grosse matinée. Alors, une cliente qui était un peu enveloppée, un peu âgée, elle s'était assise pour attendre son tour, tranquillement. Et puis, bon, on servait, une cliente arrive, qui passe devant tout le monde, qui se faufile. Alors, la cliente qui était assise, elle dit, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Alors, elle arrive, elle dit, ben, je viens chercher la commande de madame. Et elle avait un accent bon, qui n'était pas pernois. Et bien sûr, oui, la cliente qui était assise dit oui, mais qu'est-ce que c'est celle-là? Elle passe devant tout le monde, elle se croit tout permis, monsieur parisien, il se croit tout permis. Enfin bon. Alors pour alléger un peu la situation, on lui a donné sa commande, et en partant, elle s'approche de la dame qui était assise et elle lui dit « Grosse coche !» Qu'est-ce que ça veut dire? Dans notre jargon, la coche, c'est la truie qui sert pour la reproduction. C'était pas un compliment. Et ce fameux couple-là qui était un peu... Ah oui, ben ça c'était mon père qui m'a raconté ça. Un vieux couple, je ne me rappelle plus du nom, mais en fait, c'était un couple un peu emblématique. Et alors, elle achetait qu'une côtelette pour
toute la famille. Hein. Ils étaient deux. Enfin, la famille était réduite, ils étaient deux. Alors mon père, qui a toujours une grande bouche, toujours le verbeau, il lui dit, mais pourquoi tu prends, vous êtes deux à la maison, pourquoi tu prends qu'une côtelette? Ah, mais... Dites-le en provençal. Nénin mange la poupe et yo suce l'os. Ce qui veut dire, Ce qui veut dire, mon mari, il mange la viande autour de la côtelette et moi je suce l'os. Voilà, il s'était réparti comme ça. Et c'était vrai ça, mon père. il y a eu le grand changement au moment où vous êtes devenu traiteur. Alors ça s'est passé comment? Ah, ben ça s'est passé insensiblement d'ailleurs. Hein. Oui, on a commencé par... Oh ben, on faisait déjà des plats cuisinés à emporter. Et puis petit à petit, ben, Maurice s'est rendu compte que la boucherie, il y avait tellement de concurrence avec les grandes surfaces qui commençaient à proliférer qu'il a pensé que c'était bien de se tourner vers le côté traiteur. Il s'occupait des mariages, des communions, des baptêmes, enfin de toutes les cérémonies. Et petit à petit, ça a pris beaucoup d'importance. Et bon, moi, je suis toujours restée à la boucherie, à la vente, et lui, il faisait tout ce qui était... J'ai navigué. Traiteur, avec les camions, les serveurs, Oui. les bonnes choses et les moins bonnes. Problème qu'on n'avait pas avant. Voilà. Alors il reste une grande invention en 1980 pour le patrimoine. Ah oui. Ben, c'était parti, ça, qu'au syndicat d'initiative, il y avait mademoiselle les Cartousses, hein, mademoiselle Cartousse. Alors, parler de faire quelque chose ensemble, de faire un gros repas, un truc comme ça. Et moi, j'avais entendu parler qu'il existait des endroits où, pour la fête du village, ils faisaient une soupe populaire. Tu vois, voilà. Alors moi, j'ai eu l'idée de faire la soupe d'épeautre. Pour moi, c'était la soupe populaire par excellence, puisque l'épeautre, bon, c'était normalement quelque chose de la région, quoi, de local, et de pas cher en principe. Et puis, c'était facile, on pouvait très bien multiplier les rations là, à la demande, quoi. Voilà, c'est comme ça qu'est venue l'idée de faire la soupe d'épeautre. La première, on en a servi 200, je crois, quelque chose comme ça. Et puis là, Jean au Carottier, on en a fait 3000. Qu'est-ce que vous mettiez dans la soupe d'épeautre? Donnez-nous la recette. Oh, c'est simple. L'épeautre. L'épeautre, d'abord, à l'époque, en 80, heureusement que j'avais ma tante Valentine, parce que il fallait la trier, l'épeautre. L'épeautre, il y avait des petits cailloux dedans. Il y avait des graines noires, là. Des petites graines, je ne sais pas ce que c'était, il fallait la trier. Alors, c'était compliqué. Et puis après, ça s'est simplifié. Maintenant, l'épeautre, il n'y a pas de problème. Mais bon, moi, celle que je faisais, il fallait qu'elle soit, pour que ça soit bon, la soupe d'épeautre, il fallait que ça soit bien garni. Alors, moi, j'y mettais du jarret de porc. J'y mettais de la poitrine de porc et une saucisse avec des couennes. Voilà, c'était la base. Quand même des carottes. Et puis évidemment, il fallait une garniture de légumes pour donner du goût à tout ça quand même. Hein. Voilà, c'était la base de... Et puis il ne fallait pas la faire trop cuire comme autrefois, que c'était un peu gluant et tout. Si c'était cuit à point, c'était très bon. Et c'était pas écœurant. Oui, parce qu'il y avait un mythe, chez nous, même notre génération, là. Les grands-mères, elles faisaient la soupe d'épeautre, elles le mettaient à 7 heures sur le fourneau, et jusqu'à
midi, s'accuser, alors glou, 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 glou. Alors évidemment, les portes se développaient et ça devenait une espèce de galimatias, voilà. Alors nous, on a quand même raffiné tout ça, et puis les portes, il faut dire, est beaucoup mieux traitées oui. qu'autrefois. Hein, la céréale qui vient qui pousse dans des pays, sur des sols pauvres, au pied du Ventoux. Oui. Là-haut. Oui, les portes ont donné d'ailleurs un peu d'élan économique à la région de Sceaux là-bas. Voilà. Mais en réalité, les portes, c'est une vieille, très vieille céréale, peut-être plus vieille que le blé. Voilà. Bon, on l'avait un peu abandonné parce que sûrement c'était plus facile de moudre du blé que de le porter, je suppose. Voilà. Maurice et Josette, que s'est-il passé en l'an 2000? Ben, en l'an 2000, on nous a dit que nous allions profiter de la visite du président de la République. Qui était Jacques Chirac. Voilà. Alors, ça s'est préparé pour ça. Il nous a fait l'honneur de venir manger, de prendre un repas à Pernes, voilà. À la mairie. On avait équipé la mairie. Qui a attiré du monde. Alors pour chauffer, parenthèse intéressante, pour chauffer, tu sais, chauffer à gaz. Alors il a fallu monter au premier étage de la mairie. Les bouteilles de gaz, bien sûr, c'était pas interdit, c'était pas autorisé en principe. Hein. Alors, comment on va faire Alors, il y avait toute une équipe du GIGN qui encadre le président quand il se déplace. Alors, un gars du GIGN, je lui explique, là. Bon, il me dit, vous inquiétez pas, il prend la bouteille sur son dos, la bonbonne de gaz, il la monte dans la salle de la mairie, un mot, hop, c'était réglé. C'était une petite... Et puis il fallait... Et je m'étais évertué à trouver du bon vin. Et le chef du protocole, il me dit, oh mais, là, pour le président, vous savez, il lui faut de la bière. Ah bon? Ouais. Et de la bière Corona. Il a fallu courir chercher de la bière. Alors on a trouvé la bière Corona. Vous avez servi, Josette, ce jour-là? Non, moi j'ai... T'étais à table? Non, je n'étais pas à table, non, j'ai participé, mais je n'ai pas servi, non. D'accord. Parce que quand même le magasin était ouvert, alors oui. Il avait fallu travailler et puis y aller qu'après. Oui. Oui. Oui, ben c'est un bon souvenir. Alors après 40 ans et quelques de loyaux et bons services, vous avez pris votre retraite. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Ah ben c'est grâce à ma femme hein, qui m'a poussé pour... Ah oui, lui il n'aurait pas eu peut-être trop envie, mais bon. Disons que c'était un moment où les boucheries ne se vendaient pas comme du petit pain. Hein. On avait la chance d'avoir un confrère qui voulait caser ses enfants, donc un de ses fils, et ça a été l'occasion de s'arrêter. Et ça fait exactement 17 ans aujourd'hui que nous avons pris notre retraite. Voilà. Il y a un bel article dans le journal. Oui. Un article, on avait fait un petit lunch le soir. Enfin, ça a été une surprise. C'est nos voisins, le pâtissier, l'épicier qui était à côté, la pharmacie, tout ça, ils avaient organisé un petit apéritif de départ. Ouais, c'était sympa. Qui a été très émouvant. Pas trop de... Ah si, moi qui pleure facilement. Voilà. Alors, évidemment, on avait, avec nos deux filles, on n'avait pas de successeur. Pas de successeur. Mais pourtant, Maurice et Josette, vous avez formé plusieurs personnes au métier de traiteur ou de boucher. On peut dire qu'il y a une dynastie otard à la base
de boucher, ouais, Oui. ouais, à commencer par, enfin, le plus ancien, c'est Morin, Morin. qui est là avec son bœuf, là, d'ailleurs. Et Après, ensuite, il y a eu François, les carotiers, la famille Carottier, les deux frères, dont un a le trait- la goutte d'eau, l'établissement traiteur, restauration. Et puis, il y a aussi... il y en a d'autres. Mais après, les juste- autres, ils sont pas, ce ne sont pas de Pernois après. Ah oui. Ah ben justement, Ah, n'a on pas vous formé- a dit que vous étiez allé exporter votre savoir-faire Ah ben oui. pernois bien plus loin Ah que ben oui, puisqu'on est Vaucluse. allé en Birmanie. Alors racontez-nous un peu votre dernière aventure. Ah ben là, c'est... Oh, ça a été Mais comment ça s'est passé? oh, ça s'est super bien passé. Non mais comment? Comment ben, un de ses copains lui dit. C'est Jean Ray. euh, Jean Ray. il Caméraman il nous à- envoie un message à en nous disant qu'il cherchait quelqu'un pour. Qu'un de ses copains cherchait quelqu'un pour aller faire un peu de charcuterie dans son hôtel en Birmanie. Dans quelle ville? C'est au bord du lac Inle. Très bien. Voilà. Alors, c'était tout frais payé. Nous sommes restés 3 semaines. Les gens sont super gentils. Les filles, là, s'occupaient de mon mari. Ils travaillaient de 9h à midi. Après, on nous promenait. On avait la blanchisserie à l'hôtel. Tout était compris. Et... Enfin, et les filles, quand il faisait chaud, c'était au mois de septembre, et les filles, il y avait la clim, mais quand même il transpirait, elle lui essuyait le front, Ouais. elle lui portait de l'eau à boire, enfin on était des coqs en pâte. On a passé 3 semaines, ça a été les 3 semaines les plus merveilleuses de notre vie. Mais vous avez réussi à faire de la charcuterie? Ah oui. Ah oui, oui. Alors, oui. ah oui. Quoi par exemple? Oh, Oh, Tout. Ben, je faisais Du tout ce que je boudin, voulais. du boudin, des saucisses de couane, des caillettes, des jambons cuits. On leur a même expédié une seringue là, pour piquer les jambons avec l'eau salée pour qu'ils le fassent chez eux. Et il a fait de tout, des saucissettes, des saucissons, Ouais, du oh, pâté, des... J'étais tranquille, hein, je faisais ce que Et je là, voulais. le petit chef, c'est la petite jeune dame là. Voilà. Et là, tout ça, c'était à son service. Nous et où? Et il y avait un jeune qui a tout filmé pour qu'il se le rappelle, quoi, parce que c'est bien beau de le montrer, mais après, il a tout filmé pour Les recettes. les recettes. Là, ça a été un voyage extraordinaire. Ah Voilà. Ça, vraiment. Ça, c'est en 2013, je crois qu'on y est allé. Non, vraiment. Avant Attends, on est en 2010. Ah oui, 2018. Oui, Ou oui. 12, oui. 12 ou 13, 2012 ou 2013. Alors Josette et Maurice, une belle vie à Perne avec la boucherie? Ah ben oui. Oui, ça a été notre vie. Une vie de travail, mais bon. Enfin, On ne savait pas faire autre chose que de travailler. Hein. surtout Maurice, lui, On n'était pas. il savait faire que ça, que travailler à la boucherie. Il n'a pas de passion, sinon. La charcuterie, la cuisine, en fait. Voilà, tout ça. oui. Mais bon, ni chasse, ni pêche, ni... Alors, ce qui fait que maintenant, ça lui a manqué beaucoup au début. Hein. Mais bon, c'était une occasion, parce que sinon, peut-être on serait encore, parce qu'on n'aurait pas trouvé à vendre. Oui. Voilà, Une belle histoire qui se termine. Ouais. exactement. Ouais.